Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au potager à l'école. Donc un projet qui peut paraître à la fois simple et complexe, mais qui est en tout cas profondément transformateur. Ça permet vraiment d'apprendre les mains dans la terre au contact du vivant. Et les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, ça va être d'une part de découvrir la démarche du potager scolaire, de donner des exemples concrets d'activités avec l'expérience de l'archipel de Kems et de l'école Tsama. Ça va être aussi donner envie aux enseignants de se lancer et enfin de partager des ressources pour démarrer rapidement. J'ai la chance d'être accompagné par Gabriel et Julia et je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Gabrielle, je suis enseignante à l'école Tsama. Voilà, je fais la partie école dehors, donc on est à 50% du temps dehors et on va entre autres au potager. Bonjour à tous, je m'appelle Julia. Je fais partie du cercle de pilotage d'un projet qui s'appelle l'Archipel de Kems et c'est un projet de transition de territoire. Alors parfait, donc pour commencer, je vais vous demander un petit peu la genèse du projet. Comment cette idée d'avoir le potager scolaire a émergé? Quelles ont été peut-être les premières étapes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé? Au départ, c'était une envie citoyenne suite au film Demain, le documentaire de Cyril Lion. On s'est retrouvés avec une envie de commencer à faire une transition de territoire dans notre village. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a commencé par un jardin, une épicerie, puis tout s'est accéléré. On a engagé un maraîcher, on s'est coordonné avec la mairie et l'école alternative Tsama est arrivée sur le projet. Et voilà, c'était lancé. On est sur un projet de transition de territoire. Du coup, Gabriel, tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est vécu, comment ça s'est organisé du point de vue de l'école? La première année de l'école, on était un petit peu loin de ce jardin pédagogique qui se mettait en place, mais on avait déjà commencé à mettre un petit potager dans l'espace qu'on avait. Et puis, après, l'école a déménagé vraiment juste à côté du jardin pédagogique de l'archipel. Et du coup, c'était vraiment idéal pour pouvoir aller chaque semaine au potager et faire des projets avec l'association de l'archipel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a à présenter les différentes parties du potager, par exemple, pour nous amener petit à petit sur les activités que vous y faites? En fait, il y a plusieurs jardins pédagogiques. Sur la commune, nous avons deux écoles primaires publiques, deux écoles maternelles publiques et une école alternative. Il y a un potager pédagogique sur chaque site. En fonction du lieu, les potagers sont différents. Il y en a un qui va être mis en culture cette année. Il y en a un qui est existant depuis 8-9 ans. Donc celui-ci il comporte des bandes bien délimitées, des cultures, des arbres fruitiers, des petits fruits, un cabanon, une structure de jeu, une zone de compostage. Celui de l'archipel est un peu différent, il est collé à la ferme, il est aussi collé à une zone beaucoup plus sauvage et une zone humide. Donc on a en gros une ferme, une partie pédagogique avec un potager pédagogique, une petite zone de forêt, de l'eau, des mares, une rivière, un pont et un petit sentier pour que les enfants prennent pour descendre sur le terrain. Ok, parfait. Maintenant que tout le monde voit un petit peu à quoi ça ressemble, est-ce que, Gabriel, tu peux nous parler peut-être des activités quotidiennes qui s'y font, que ce soit en lien avec le potager directement, soit plus des activités pédagogiques? Alors, les activités qu'on peut faire au jardin, c'est d'abord des cultures, donc des semis, de la plantation, le suivi de ces plantes et de leur cycle de vie, jusqu'à la récolte. Il nous est arrivé aussi de prendre ces légumes qu'on avait cultivés pour les cuisiner. On mange aussi parfois directement tout ce qui est concombre, graines de tournesol, tomates sur place, les petits pois, les fèves. Les graines peuvent aussi nous permettre de faire des associations de la graine et de la plante. Donc essayer de revoir le cycle de vie un peu au fil de l'année. On a également des activités autour du langage avec le vocabulaire qui est en lien avec le potager, les outils, les légumes. On peut avoir aussi des activités de motricité parce que du coup selon l'espace qu'on a on peut associer parfois la motricité. On fait aussi des maths avec le comptage entre autres on compte les graines, on les trie. Du coup,
On peut y faire tout ce qu'on veut, en fait, au potager. La nature offre un vaste terrain de jeu et d'apprentissage. Donc, ce que tu as dit, il y avait les semis, les plantations en pleine terre ou les plantations des plants issus des semis des enfants. Les récoltes, beaucoup de jeux avec des reconnaissances de fruits, de graines, de plantes, tout ça en jouant, soit avec du memory, des jeux avec des sacs en tissu dans lesquels ils doivent retrouver des fruits, des graines, des jeux sensoriels, de l'art et du land art. Ça, c'est hyper facile, surtout pour commencer. Des chasses au trésor, des fabrications de jeux, du bricolage, de l'observation, du suivi de programmes. Par exemple, cette année, on a fait grandeur et mesure avec les CPCE1. Donc, on a mesuré des tournesols. Ils ont fait des mètres d'objets de nature. Donc, par exemple, 1 mètre de cailloux, 1 mètre de bois. Enfin, voilà. Ils ont pesé leur récolte de pommes de terre. Ils ont utilisé, du coup, les balances et des règles pour mesurer leurs différentes choses au jardin. Ou aussi pour maintenir des espaces entre des graines pour semer en maintenant un certain espace entre des graines. Donc pour eux, en fait, ils manipulent des grandeurs qui ont du sens, quoi. On avait aussi de la représentation spatiale avec les plants et donc une petite chasse au trésor dans le jardin. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ces activités-là en fonction du cycle? Parce que je sais que vous commencez dès la maternelle et que vous allez jusqu'au CM2. Et par quoi on peut rentrer quand on fait des activités en cycle 1? Quels exemples on peut avoir en cycle 2 ou en cycle 3 pour bien comprendre un petit peu cette évolution au fil de la scolarité? En cycle 1, ça passe beaucoup par le sensoriel. On va beaucoup utiliser aussi le vocabulaire pour le langage. Comme je disais tout à l'heure, compter les graines, faire du tri, faire éventuellement des suites avec des éléments de la nature. Pour le cycle 1, franchement, c'est le meilleur terrain de jeu pour éveiller ses sens et s'émerveiller aussi. Et pour du coup apprendre en s'amusant. Pour le cycle 2, on va commencer à rentrer dans des projets interdisciplinaires aussi. Là aussi, il y a du vocabulaire, on peut écrire, travailler avec les noms des légumes, etc. En cycle 2, j'avais plus d'autonomie en fait dans ce qu'ils faisaient. On les lance sur des missions en fait. Cette année, on a testé grandeur et mesure, c'est pour ça qu'on parle de ça, mais il y aurait moyen de faire d'autres choses. On a aussi fait réviser les solides en fait, en construisant des structures. En cycle 2 et en cycle 3, en fait, le potager, c'est super intéressant, surtout pour tout ce qui est science, avec les cycles de vie et l'évolution des plantes, l'écologie. Dans le cycle 3, ils ont travaillé sur la vie du sol. Ça fait aussi partie des programmes, donc c'est vraiment de la manipulation pour le coup sur ces thématiques-là. Qu'est-ce que vous sentez que ça leur apporte aussi si on sort un petit peu du côté académique, mais qu'on va du côté citoyen ou connexion à la nature? Parce que je sais que dans le projet d'école de Tsama, il y a aussi ce volet connexion à la nature qui est important. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que ça apporte en plus des compétences académiques? En étant dans la nature, tu apprends à la connaître et tu apprends finalement à l'aimer. Et plus tard, tu vas défendre, protéger ce que tu aimes, j'imagine. Donc, j'ai envie de dire que on est en train de faire germer en eux des éco-citoyens. C'est un peu difficile à vérifier parce qu'il faudrait quelques années de recul. En créant un jardin potager, les enfants, tous les ans, ils acquièrent des connaissances qui leur seront indispensables et qui seront finalement très intéressantes s'ils veulent eux-mêmes mettre un jardin potager en place. Ils l'auront fait toute leur scolarité. Il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas à mettre en place un jardin potager chez eux ou un jardin partagé. Voilà. On a d'ailleurs certains parents, des fois, qui n'y connaissent rien et qui mettent pas de potager en place à la maison, et malgré qu'ils ont un jardin. Et je me souviens d'un enfant qui est revenu en me disant, tu sais, j'ai demandé à maman de faire un potager à la maison. Et donc, ils ont commencé à mettre en place avec lui. Et c'est lui qui guidait ses parents finalement. Donc, je pense que vraiment, c'est des enfants qui seront capables de produire leur propre alimentation plus tard. Et je pense que ça sera nécessaire dans quelques temps. Donc, si ça ne l'est déjà. Donc voilà, ça c'est une grosse part de pouvoir s'alimenter soi-même avec son propre potager. Est-ce que vous abordez justement ces questions un peu d'autonomie alimentaire ou de santé ou de choses comme ça, un petit peu des thèmes qui sont transversaux, qui rentrent aussi dans les programmes?
Alors, nous, à l'école, à Tsama, on met en place des projets autour de l'alimentation, autour de l'écologie et tout ça, aussi dans les temps en classe. Et donc oui, la saisonnalité, l'équilibre alimentaire et tout ça, c'est des choses dont on peut parler et où là, on peut faire du lien avec le potager. On met en place aussi, du coup, beaucoup d'activités autour de la biodiversité. Alors, on n'est pas seulement au jardin potager, on est aussi beaucoup en forêt et beaucoup en extérieur dans la cour. Et donc, on est en train de mettre en place vraiment des choses au niveau de la biodiversité pour amener encore plus de biodiversité dans l'école. Et on fait beaucoup d'activités en lien avec ça. Et on a des enfants qui sont très connectés à la nature parce que bah, en fait, ils y passent une bonne partie du temps et on voit qu'ils sont vraiment sensibles ils connaissent les plantes, ils connaissent les animaux et donc ils ont envie de les protéger. Ils ont compris à quoi ça servait de les protéger et pourquoi c'était important. Et quand ils ont semé leurs plantes ou qu'on récolte, euh, ils apprennent aussi à récupérer des graines pour les semer l'année d'après ou les transmettre aux prochains enfants, aux prochains élèves qui arrivent à Tsama. Donc ils apprennent aussi comment on fait pour s'alimenter sur la longue durée, qu'ils apprennent comment on fait ses propres semences. Il y a une notion d'autonomie alimentaire en fait qui commence à entrer en jeu. Comment est-ce qu'on est autonome? Mais en fait, on peut créer ses propres graines. Pour eux, je pense que ce sera assez logique qu'on peut créer ses propres semences, quoi. Une fois qu'on en a une, on plante et on démultiplie, quoi. Enfin, voilà. On va commencer du coup là à rentrer dans les questions qui ont été posées par les profs et on va donc commencer par les freins, mais surtout comment les lever. Parce qu'on a pas mal de questions qui disent voilà, un potager c'est très intéressant à la fois pour travailler les fondamentaux, les matières académiques et aussi pour développer des compétences éco-citoyennes, mais ça peut paraître un peu complexe au début, que ce soit dans la mise en place, que ce soit dans l'exploitation du potager pédagogique d'un point de vue académique, justement, avoir le point de vue un petit peu de Julia et puis plus scolaire de Gabriel, ça peut être hyper intéressant. Pour moi, les freins, je pense qu'il y a une question de temps parce que bah, au-delà de ce qui est mis en place avec les enfants, de l'atelier en lui-même. Il y a du temps de préparation d'activités avant. Il faut parfois repérer l'espace parce que le potager n'est pas dans notre école, il est à côté. C'est un espace qui est utilisé par d'autres personnes. Donc parfois, il faut aller repérer l'espace avant pour voir où ça en est. Ce qui s'est passé entre-temps, parce que peut-être qu'il y a d'autres groupes qui sont passés, qui ont modifié des choses avec l'arrosage, avec l'entretien des cultures. Quand on n'a pas eu le temps d'y aller avec les enfants à un certain moment, et ben, il va falloir peut-être y aller à d'autres moments. Euh, et puis, une question d'espace, quand il y a plusieurs écoles ou plusieurs classes qui veulent faire, là, il va falloir du coup se mettre d'accord sur qui prend quel espace. Est-ce qu'on fait ensemble et puis chacun suit les plantations des autres ou est-ce qu'on a chacun notre espace? Au niveau de l'organisation de l'atelier en lui-même, nous, on a parfois rencontré des soucis au niveau du nombre d'adultes présents pour le nombre d'enfants. Pour pouvoir mettre en place des ateliers de qualité au potager, c'est chouette d'avoir des petits groupes. Et quand on n'est que un ou deux adultes, ben, c'est vrai que ça peut être un petit peu contraignant et on peut se demander, mince, comment je vais faire parce que ça fait des gros groupes et que du coup, ça peut faire peur en fait de mener une activité parfois qu'on gère pas trop et puis avec beaucoup d'enfants. Donc voilà, c'est les freins auxquels je pense là. Mais c'est des freins qui pour nous ont été levés assez rapidement parce qu'on a une association qui nous soutient dans ce projet et qui a des bénévoles qui sont hyper volontaires et motivés pour pouvoir nous guider, nous préparer des séances, aller arroser quand il faut, qui motivent les parents aussi à venir donner un coup de main l'été. Parmi les freins, il y a aussi le l'organisation qui peut faire peur aux enseignants, c'est de rater une demi-journée d'enseignement pour mettre le potager. Mais en fait, je pense que vraiment, c'est quelque chose il faut se dire que ce temps au potager, il va apporter
plein de choses aux enfants et qu'on peut y intégrer des apprentissages de vocabulaire, de sciences, d'art, enfin voilà, et que du coup, en fait, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps qui est bénéfique et qui en plus amène souvent aussi plus de concentration après quand ils rentrent en classe parce qu'ils se sont aérés et qu'ils se sont dépensés et du coup voilà, c'est vraiment pas du temps perdu quoi. En fait, les freins, je vais plutôt donner des idées pour commencer gentiment. On peut commencer petit. L'idéal, c'est d'avoir des petits groupes, de faire plutôt des jeux et de l'autre plutôt des plantations. Et de ne pas faire que des plantations. Du coup, de commencer par des choses faciles qui poussent bien, du land art pendant 10 ou 15 minutes avec un groupe et ça va changer 3 ou 4 fois. C'est hyper facile. Le land art, par contre, là, il y a zéro préparation. C'est on fait avec ce qu'on trouve et on donne un thème. Je sais pas, aujourd'hui, on va faire le bonhomme de printemps parce qu'on fête le printemps et ça, c'est facile. Alors, chaque groupe va faire un bonhomme de printemps ou un monstre parce qu'on est en train de travailler ça, ou un animal parce qu'on est en train de travailler ça. Enfin, voilà. Le land art, c'est facile. On lance une idée et on les laisse créer comme ils veulent. Des jeux aussi qui sont super faciles à mettre en place. Il y a 3 règles en mémoire nature. L'idée, c'est de s'aider au départ pour que ce soit le plus simple possible d'aller dehors. Et donc, je dirais de bien s'équiper, de bien prévoir les séances en amont, de savoir ce qu'on va y faire. Et comme ça, sur le moment, c'est la meilleure façon pour profiter en fait du moment et de passer un bon moment avec sa classe. Et du coup, toi, ton conseil justement pour lever les freins, c'est aussi de varier les activités, d'avoir du jeu, des activités ludiques, mais qui travaillent aussi des apprentissages, hein. Le memory, on sait que c'est aussi un jeu qui est très utilisé en classe. C'est aussi d'utiliser de l'art ou de la création un peu plus des activités libres, on va dire, et d'avoir ce côté plantation. Est-ce que tu peux détailler justement s'il y a un enseignant qui se dit, moi j'aimerais bien commencer, mais je sais pas par où. Tu parlais de plantation facile. Est-ce que tu peux donner des exemples plus concrets pour savoir qu'est-ce qui pousse facilement et qui a besoin, par exemple, de pas beaucoup d'entretien? Ouais, vraiment super facile. Les petits pois, ça, les enfants, ils adorent ouvrir les gousses, goûter les petits pois quand ils sont mûrs, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment la plantation phare, facile. Des fleurs, hyper facile, des fleurs, des tournesols, n'importe quelle fleur, des soucis, tout ça, ça marche bien, les fleurs. Des capucines, enfin voilà, les fleurs. Le maïs, c'est quand même assez facile. Tout ce qui est petits fruits, planter des framboisiers, juste récolter des framboises, enfin tout ça, c'est hyper facile. Et en plus, ça se bouture hyper facilement. On les récupère. Ça, c'est des choses qu'on peut récupérer dans les jardins des gens. Un cassissier, c'est facile. Tu fais des boutures, même avec les enfants. Et en plus, ce qui est génial avec un potager, au pire, ça n'a pas bien marché et c'est tout. C'est ça le pire qui puisse arriver. Et alors, on apprend de ses erreurs. Ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous avez vu, il a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de limaces. On s'est fait beaucoup manger les plants. Et ben, vous avez vu, comme c'est difficile de faire à manger pour nous. Ça nous permet de parler de l'alimentation. Ça nous permet de parler de comment on produit la nourriture. Enfin, bref, ça lance des énormes sujets de conversation, de débat, de philo. Enfin, voilà. Ah, j'ai oublié de dire aussi, par exemple, si on fait des semis, par exemple, chaque enfant fait un semis, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas marcher. Il faut en faire quelques-uns en plus. Et on peut aussi faire des semis et en emmener quelques-uns, nous, en tant qu'adultes, à la maison. Et s'il y en a un qui n'a pas marché, eh ben, on peut ramener nos semis à nous. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces pour que on puisse quand même faire des choses et que ce soit sympa. Et puis, ouais, voilà, pardon. Tu disais que toi, tu avais vraiment plein d'idées pour commencer des séquences pédagogiques. Et je me souviens tout ce que tu parlais avec la lettre, que c'était avec les courges géantes, qu'il y avait un géant qui avait laissé une lettre dans la classe avec les graines de courges géantes, puis qu'après, il y avait pour amener aussi et motiver les jeunes et avoir cet aspect ludique-là. J'avais trouvé ça excellent. Si tu peux un petit peu donner des idées comme ça aux profs qui nous écoutent. Ouais, bah alors en vrai, la nature n'a aucune limite dans l'imaginaire. On peut partir sur tout ce dont on a envie. On peut partir sur des lutins, on peut partir sur des géants. Donc, par exemple, une fois, on avait fait une lettre de géant, bah, du coup, une lettre géante sur un grand papier, un grand format, je sais pas moi, A1, A2, je sais pas. Et ensuite, donc, on avait écrit très grand. On a lancé les activités au potager comme ça, en disant bah, voilà, que c'était un gentil géant, qu'il avait dormi là et qu'il allait rejoindre son pays des géants et qu'il fallait pas qu'il rencontre les hommes parce qu'il leur faisait peur alors qu'ils étaient super gentils et tout. Et que du coup, il avait plus trouvé ni son goûter,
ni ses graines, et que si on les trouvait, les enfants pouvaient manger son goûter. Donc on avait fait un cookie géant, et ils pouvaient semer ces graines. Et en fait, c'était des potirons Atlantic Giant, et du coup, ça a fait des courges géantes de, je sais pas moi, de 12 kilos, quoi. Donc, ou 15 kilos. Et du coup, on peut lancer tout ce qu'on veut en imaginaire, c'est magnifique. On peut lancer des fabrications de maisons pour lutins. Alors là, les enfants, il y en a qui vont faire un truc tout petit, il y en a qui vont faire plus grand, il y en a qui vont faire des tables, il y en a qui vont chercher des trucs à manger. Enfin, franchement, ça, c'est hyper facile à mettre en place comme activité. Toi, Gabriel, tu dirais quoi là-dessus? Sur Bah oui, l'imaginaire. l'imaginaire, en particulier chez les maternelles, ça marche énormément bien. Les lutins, les choses comme ça, ça permet d'amorcer les activités, de motiver les élèves. Et en fait, derrière, ils nous en reparlent beaucoup. Ils nous demandent à chaque fois s'il y a une lettre du lutin. Et en fait, même s'il n'y a pas de lettre du lutin la fois d'après, ben, on sait que le lutin, il est par là et que il va y avoir, enfin, qu'il va venir voir ce qu'on a fait entre-temps au potager et tout ça. Donc, ça motive les enfants à revenir aussi, à voir si la fois d'après, le lutin est repassé. Ça amène quelque chose en plus et ça permet aussi d'amorcer des activités autres que les plantations, avec le land art ou les petites cabanes de lutin, comme Julia expliquait. C'est que en plus de juste faire les semis, ben, à côté, il peut y avoir un peu d'imaginaire pour faire les autres activités, quoi. Ouais. Par exemple, cette année, les maternelles, ils ont pyrogravé des plaques de cajot. C'est écrit capucine, Maïs, tomates, maïs, tomates. courges, etc., etc. Donc, toutes les plantes qu'on a mises, tournesol, etc. Et un coup, on s'est servi du coup de l'imaginaire en disant, les lutins, ils avaient joué en fait avec les panneaux et ils n'arrivaient plus à les replacer. Et du coup, c'était une des activités, c'était replacer les panneaux aux bons endroits. Mais du coup, on l'a lancé comme un jeu et comme le fait que les lutins avaient joué avec leurs petits panneaux. Ah, c'est super. Et ça, pour les idées, est-ce que, j'en profite pour quel, est-ce que vous allez vous renseigner sur des sites internet? Est-ce qu'il y a des livres pédagogiques, par exemple, que vous avez? Est-ce que c'est vous qui l'inventez? Comment ça se passe pour avoir toutes ces idées-là? Si les profs peuvent avoir un petit peu profiter de cette richesse. Alors, j'ai envie de dire que c'est beaucoup notre imaginaire à nous, notre petit grain de folie qui vient de temps en temps comme ça et qu'il y a une idée qui émerge. Les lutins et les géants, c'est de l'imaginaire assez classique, je dirais, chez les maternelles. Quand j'ai pas d'idées d'imaginaire qui me viennent, j'utilise parfois des albums jeunesse. Je commence par lire une histoire en fait qui est en lien avec ce qu'on va faire. Ça permet de au moins amorcer le thème. Et même si bah, ça crée pas un imaginaire derrière, ils ont entendu une histoire en lien avec le légume, par exemple, qu'on va semer ce jour-là. Et du coup, ça peut aussi aider à lancer la thématique, quoi. Alors, la prochaine question, ça concerne la posture pédagogique. Parce que je pense que ça, c'est peut-être lié à l'école dehors. Il y a pas mal de collègues qui s'interrogent. C'est quand on va au potager, évidemment, c'est un contexte qui change de la classe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la posture que toi, tu adoptes en tant qu'adulte quand tu vas au potager avec un groupe d'élèves? Alors moi, j'aime bien me mettre en posture de découverte avec eux. Parce que en fait, quand on va dans la nature, on a toujours quelque chose à apprendre. Et moi, j'aime bien leur montrer ça, en fait, leur montrer que, enfin voilà, quand j'arrive dans un endroit, de vraiment leur dire, bah tiens, regardez, il y a ça, qu'est-ce que ça peut être, et d'éveiller un peu leur curiosité sur ce qu'on découvre. Pour moi, on est vraiment dans la pédagogie active. On réalise d'activités, mais quand même, il y a un petit peu de spontanéité. Il faut être ouvert à ça parce ils vont découvrir un ver de terre ou un escargot, et ça, il faut le prendre en compte. Aussi se dire que des fois, si tu prévois 10 minutes, il faut plutôt se dire finalement 15 minutes parce que vaut mieux prévoir un temps un peu plus large parce qu'il y a certainement une petite découverte spontanée, un petit truc qui va se passer, quoi. Ok, donc ça rejoint pas mal la pédagogie du dehors, quoi, au final, d'être réactif à ce qui peut se passer pour rebondir sur les interrogations des élèves. Alors, on va passer à la prochaine question. C'est côté partenariat. Quelles structures peuvent accompagner une école pour démarrer? Comment je peux trouver de l'aide ou quelqu'un pour m'accompagner à réaliser ce projet-là? Vraiment, nos premiers partenaires privilégiés, c'est la mairie.
c'est la mairie et éventuellement les services techniques, puisque en général, ils entretiennent l'école. Moi, je pense qu'il y a toutes les associations qui sont en lien avec l'environnement, les CPIE, les animateurs nature, ils sont souvent formés au jardin aussi et pas seulement aux activités de zone humide ou autre. Le jardin est souvent un thème qui est abordé dans les associations de l'environnement. Je pense que si on les contacte, on peut déjà commencer avec une animation et puis peut-être leur demander s'ils peuvent venir plusieurs fois dans l'année. Et ça peut juste aider à amorcer un potager et ensuite on peut continuer à l'école. Par exemple, en Alsace, on a le réseau Ariena, ARIENA, qui ont aussi pas mal de ressources, hein. Franchement, c'est formidable. De toute façon, sur le net, on trouve tout ce qu'on veut si on décide de faire un potager ou quelque chose, hein. Ils ont pas mal de ressources en ligne aussi, l'Ariana, donc même si on est en dehors de l'Alsace, on peut accéder à certaines choses. Au niveau budget, est-ce que c'est possible de commencer avec des petits moyens et quel type de budget il faut pour se lancer dans un potager? Comment ça s'est passé pour vous, ce côté-là un petit peu financier? Pour nous, comme disait Julia tout à l'heure, c'est que on a l'association qui du coup achète les semences et tout ça. Mais je pense que c'est assez facile de demander aux familles de peut-être donner quelques graines. Bon, les graines en soi, si on choisit que quelques légumes pour commencer, le budget n'est pas très très élevé. Et au niveau de la mise en place du potager, récupérer des planches, récupérer du matériel pour mettre en place, c'est assez facile en contactant des familles ou les associations autour. Je pense qu'avec un petit budget entre 50 et 100 euros, on peut commencer quand même à faire des choses, hein. Il faut, en vrai, l'essentiel, c'est un sac de terreau, des godets pour faire des semis, si on veut faire des semis, et un plateau. Mais ça, on peut faire beaucoup de récup, hein. Pour le jardin, on peut faire beaucoup de récup. Et aussi les semences. Alors les semences, soit vous les choisissez, mais un paquet de petits pois, là, de 100 ou 200 graines de petits pois, là, ça vaut 5 euros, je sais pas, c'est pas cher, enfin, ou 3, enfin, voilà. En gros, avec pas grand-chose, on peut lancer déjà un potager, c'est pas quelque chose. On peut faire beaucoup de récupération. On peut aussi demander à des parents s'ils ont certaines graines qui nous intéressent, hein. Est-ce que vous avez des graines de tournesol, des ci, des ça, voilà. Après, moi, je conseillerais de choisir les graines qu'on a envie de commander et d'utiliser le budget pour ça. Et éventuellement de demander aux associations de parents d'école, hein. C'est aussi possible pour des petits budgets comme ça. Mais franchement, entre 50 et 100 euros, on peut déjà faire des choses. Et pour le matériel, on peut demander du prêt. En jardinerie, je suis quasiment sûre qu'ils jettent des choses parfois et Voilà. que si on contacte une jardinerie en disant ben s'il y a des plants ou des pots que vous jetez, est-ce que vous pourriez nous les donner pour l'école? Enfin voilà, je pense qu'il y a des endroits qui peuvent le faire, quoi. Les deux prochaines questions, ce sera sur c'est quoi votre un souvenir marquant ou votre meilleur moment dans ces projets-là de potager. L'autre question, ce sera ensuite si vous avez une chose à conseiller ou à dire à un enseignant qui veut se lancer maintenant tout de suite, qu'est-ce que ce serait? Mais avant d'aborder ces deux questions, je voulais savoir s'il y a des choses à rajouter, des choses peut-être là qui vous viennent en tête que vous n'avez pas dites, qui sont importantes d'évoquer quand on parle de potager scolaire. Moi, je dirais que pour se lancer, si vraiment c'est quelque chose on a envie, mais qu'on ne sait pas faire, euh, il faut pas hésiter à contacter les parents, les grands-parents, parce que je suis sûre que dans votre classe, il y a au moins un parent ou un grand-parent qui fait du potager et qui s'y connaît et qui sera enchanté de partager cette connaissance. Ok, parfait. Julia, toi, ce serait quoi si tu avais un conseil à dire maintenant tout de suite à un enseignant qui veut se lancer? De commencer par des choses simples, de faire des jeux, de profiter de l'extérieur, de profiter de cet environnement, de pas que focaliser sur le potager. C'est bien sûr de lancer des activités autour de la nature et pas que juste le potager. Voilà. Le potager, c'est qu'un prétexte en fait pour être dans la nature et comprendre le cycle de la vie.
Ok, excellent. Donc, si je reformule un petit peu pour les enseignants, c'est peut-être de ne pas avoir le potager comme une finalité en soi, mais comme un Ouais, prétexte pédagogique pour aller dehors, pour exactement, amener autre chose. Et exactement. du coup, ça peut aussi rassurer peut-être d'avoir des activités un peu plus classiques ou scolaires, quoi. Tu parlais de jeux, de mémoire, etc. Quand on est prof et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller au potager, ça peut aussi peut-être rassurer d'avoir des activités dans ce style-là et du jeu libre. Ok, très bien. Eh ben, on va finir par la dernière question. Du coup, pour vous, est-ce que vous avez des moments marquants ou des choses à témoigner qui vous ont vraiment, qui méritent vraiment d'être racontées pour motiver des enseignants à se lancer? Alors moi, parmi mes moments marquants, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure du petit garçon qui me dit, bah, j'ai demandé à maman de faire un potager à la maison. Et je dirais aussi tous ces moments où on récolte ce qu'on a semé et que les enfants goûtent et que certains nous disent non mais moi j'aime pas ça et qu'on lui dit ben, goûte quand même parce que c'est celui qu'on a fait pousser, que t'as fait grandir et qu'il goûte et que finalement c'est super bon. Et donc ça, moi je trouve que c'est vraiment des moments super de partage avec les enfants parce que on leur fait vraiment découvrir quelque chose de nouveau pour eux et on sent que ça les marque, en fait. Moi, c'est plutôt un ressenti global. Alors, souvent, je suis beaucoup dans la logistique, la préparation. Je fais quand même beaucoup de choses dans la prépa ou alors je mène une activité avec les enfants. Donc, je suis quand même vachement sur l'activité que je mène. Et de temps en temps, je regarde comme ça et je vois ces petits groupes d'activités. Je vois les enseignants qui sont bien, les enfants qui sont bien, qui sont en train de faire des choses. Il se passe un truc. Et quand je fais un petit dézoom comme ça, et je me dis, waouh, il est en train de se passer un truc magnifique, quoi. Ça, c'est, ça, c'est une école de rêve et c'est vraiment, et c'est possible. Les enfants sont en train d'apprendre, ils sont dans la nature, ils sont en train de prendre du plaisir. Tout le monde est en train de prendre du plaisir, en fait. Les enseignants, les personnes qui aident. Et c'est vraiment magique, en fait. Voilà, ça, c'est un truc que je voudrais partager, c'est que des fois, en levant la tête de l'activité qu'on est en train de faire et qu'on prend en compte le projet, on se dit, waouh, il est en train de se passer un truc incroyable en fait. Ah, Je sais je pas si c'est comprends. bien. Si, si, totalement. Et du coup, ça donne vraiment du sens aussi au potager, à la mission de l'enseignant, etc. Et c'est gratifiant pour à la fois pour l'enseignant et pour l'élève. Ben super. Du coup, là, on avait dit qu'on partagerait aussi des ressources aux enseignants. Donc moi, j'en profite aussi pour dire ce qu'on fait avec Green Step Project, parce qu'effectivement, on est venu documenter le projet de potager pédagogique chez vous. Donc vous pourrez retrouver nos ressources sur notre site internet. On va mettre tous les liens en description pour à la fois voir la vidéo, les fiches, etc., le webinaire par la suite.